Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et infiniment merci de nous retrouver encore ce jour sur votre chaîne, ce mardi, ce deuxième jour de la semaine. Une semaine qui s'annonce riche en sons et couleurs pour beaucoup de Camerounais notamment. Une semaine qui forcément augure des heures assez intéressantes pour l'ensemble du peuple camerounais. On va parler ce matin du commerce extérieur. Notre pays souffre encore de ce qu'on pourrait appeler et considérer là-bas les marchés agricoles qui sont de moins en moins présents au moment où le Cameroun va donc dans quelques semaines seulement voir entrer en application les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces accords qui impliquent une nouvelle manière de voir. Si on ne fait véritablement rien, notre industrie pourra bien entendu souffrir de l'invasion de ces produits qui verront forcément qui viendront de l'Europe et pourront faire concurrence à ceux localement et qui sont fabriqués à partir du Cameroun. Il sera donc question davantage de rajuster notre tir pour que nous puissions être véritablement à la hauteur des attentes sur le plan national et même international. Une concurrence forcément va s'installer pour le compte de ceux qui veulent bien promouvoir la culture Made in Cameroun. On partira également en santé en allant dans la région de l'extrême nord, précisément à Kolfata, où là-bas, l'hôpital et district de la zone souffre d'une volatilité des fonds. On parle de 16 millions de francs CFA qui sont portés disparus. On espère bien que les pouvoirs publics mettront le grappin sur cet argent qui forcément n'a pas les pieds, ne s'est pas déplacé tout seul. Et puis le Gabon va également nous intéresser à la faveur de la candidature du président de la République sortant Ali Bongo Ondimba, qui le samedi dernier a déclaré officiellement être candidat à la prochaine présidentielle. Que peut Ali Bongo Ondimba face à tout le gratin ou alors le gotha du Parti démocratique du Gabon, le PDG, tous ces cassis qui se sont dressés désormais contre lui, parmi lesquels Guy Zouba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale démissionnaire, Jean Ping et bien d'autres, Casimir Oyemba, qui sont tous désormais engagés à faire partie Ali Bongo Ondimba du pouvoir, même si pour l'instant, la première phase de dépôt de sa candidature a déjà été dépassée. Donc, il est en lice pour la présidentielle de cette année. Le Burundi va également nous intéresser, mais ce qu'on retiendra au niveau du Burundi, c'est de voir pourquoi la coalition de l'opposition, dans le cadre des négociations, ne pourra pas avancer et qu'est-ce qui va être fait avec les stratégies qui sont mises en place pour permettre à ce que ce pays retrouve la stabilité et la paix véritable. En Afrique du Sud, un projet d'attentat a été déjoué par les autorités de ce pays, notamment un attentat qui visait l'ambassade américaine. On va comprendre ensemble dans ce studio pourquoi ces jeunes étaient-ils engagés dans cette initiative qui ouvre les portes au terrorisme dans les pays africains. Également le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sera un sujet d'actualité ce jour, lorsqu'on sait encore que c'est mercredi, donc demain, que le Premier ministre Theresa May va donc prendre fonction et présenter ses documents à la reine d'Angleterre pour prendre fonction en remplacement de David Cameron, lui désormais qui n'est plus à la tête du parti des conservateurs en Grande-Bretagne. Et puis le sport sera le nôtre avec Alex Lemay. On fera le tour de quelques activités sportives du Cameroun et d'ailleurs. Madame, Monsieur, voilà pour la principale articulation, alors disons l'ossature principale de votre émission. Bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, je vous retrouve pour la suite de la matinale de l'information sur la chaîne Canal 2 Info. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore et merci de toujours choisir Canal 2 Info. Nous commençons ce jour par le commerce extérieur, de plus en plus compliqué pour le Cameroun, pensent quelques observateurs, au vu des accords de partenariat économique signés avec l'Union européenne qui avancent à grandes enjambées. Dès le mois d'août prochain, on verra bien entendu sur le territoire camerounais rentrer certains produits européens qui seront donc exempts des frais de douane. Pour parler justement de ces marchés agricoles donc, qui sont de plus en plus difficilement accessibles pour le Cameroun. D'ailleurs, la presse en faisait écho encore ce matin. Nous recevons Fallon Tounia pour parler justement de la question. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour Christian et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Bien évidemment, ce matin, on parle des marchés agricoles et le Cameroun dont le commerce extérieur devient de plus en plus inexistant sur la scène mondiale. Malgré la perspective angoissante des APE, le commerce extérieur, en ce qui concerne les marchés des produits agricoles, souffre toujours gravement d'une absence de politique de distribution et de vulgarisation de ces produits sur les grands marchés. La difficulté majeure s'explique ici par
un mauvais niveau de distribution qui exige un certain nombre de normes et des contraintes. On sait qu'au Cameroun, on a de très bons produits, mais jusqu'à présent, nos produits se font rares sur la scène internationale. La preuve en est que même sur le marché local, on a des produits qu'on ne retrouve que dans les grandes métropoles. Pourtant, ces produits sont bien et ces produits peuvent être consommés par tous les Camerounais. Donc, si on a déjà une difficulté à distribuer ces produits sur le marché interne, c'est encore plus grave sur le marché externe. Parce que pourtant, sur le marché interne, on retrouve les produits des grandes firmes industrielles européennes qui sont plus faciles ici à acquérir et qui coûtent pratiquement moins cher que nos produits locaux. Pourtant, si on mettait l'accent sur cette distribution et cette vulgarisation, le Cameroun aurait ses produits propagés sur l'étendue du territoire mondial et ça nous permettrait en même temps d'exporter en grande quantité et de réduire la quantité de nos importations. Justement, la réduction donc de l'importation, ce qui passe, Patrick Christian, bonjour, ce qui passe quand même par la mise en place et des mesures d'accompagnement, de facilitation, même pour développer l'industrie camerounaise. Les APE arrivent en grande jambée, mais on se plaint de ce que le marché camerounais n'est pas assez fourni et que les industriels de ce pays souffrent encore de ce que l'on pourrait considérer comme étant le manque de financement. Écoutez, bonjour Serge, bonjour à Fallon, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Il est clair que l'ambiguïté autour, n'est-ce pas, de la migration vers les accords de partenariat économique réside dans la faiblesse du tissu économique local. Cette faiblesse-là, Fallon le détaillait à l'instant avec quelques axes qui manifestement sont vraiment le terreau, n'est-ce pas, le terreau de cette faiblesse-là. Il est clair que si le tissu économique local n'est pas solide, n'est pas soutenu, ne bénéficie pas d'un environnement qui lui permette de s'épanouir, de s'émanciper et d'avoir une production qui, en fin de compte, respecte les normes à l'international et soit capable de faire concurrence avec ce qui viendrait d'ailleurs. Il va de soi qu'avec le contact des produits venus d'ailleurs, on peut imaginer que ces produits localement conçus vont avoir un triste sort. Maintenant, l'État avait, il me semble-t-il, avec le soutien de l'Union européenne, a envisagé un certain nombre de mécanismes de mise à niveau de quelques structures qui le voulaient, mais seulement dans la, on va dire même la structure de nos entreprises, il y a un certain nombre de règles qui n'ont pas été habituées dès leur création. Et donc, sur le coup, ça n'est pas en 2-3 ans que vous allez avoir le maximum. Et la plupart des entreprises éligibles à ces critères de mise à niveau, malheureusement, la plupart ne représentent pas la grande partie du tissu économique qui est surtout faite par les très petites entreprises. Comment celles-là, qui n'ont pas, pour la plupart, les mécanismes comptables de gestion, on va dire, modernes, vont-elles réussir, ces petites entreprises, ces très petites entreprises-là, à bénéficier de la mise à niveau? Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que malgré tous ces mécanismes-là, au jour d'aujourd'hui, au moment où on va vers ces accords, notre tissu économique, en tout cas la plupart de ces très petites entreprises qui constituent la force de ce tissu économique-là, sont encore dans des situations regrettables. Il va de soi, et je suis d'accord avec vous, Serge Bondier, il va de soi que lorsqu'on va commencer à avoir une affluence des produits sur le plan local qui viennent de l'extérieur, si nous n'avons pas du répondant en face, que ce soit le consommateur ou même la qualité-prix va plaider en faveur de ces produits-là. En faveur d'ailleurs de ces produits parce qu'on donnera la possibilité aux Camerounais ou alors aux personnes résidentes dans ce pays de choisir et des produits qui viennent de l'étranger avec forcément des garanties parce que derrière cela on regarde aussi ce que ces produits pourraient avoir comme certification, comme élément convaincant en termes de produits de qualité et surtout mis en place sur le marché local. On rappelle en passant que le Cameroun, quand même, c'est un tissu industriel qui est constitué de pratiquement 120 000 PME, donc 120 000 entreprises camerounaises qui ont du mal à être mises à niveau. D'ailleurs, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire s'y est engagé depuis quelques temps avec le bureau de mise à niveau des entreprises, même si l'objectif est d'atteindre le cap de 600 entreprises en un an. On a eu du mal à pouvoir mettre à niveau ces quelques entreprises qui fonctionnent parfois avec des règles pas toujours édictées et même un management de plus en plus archaïque, mais qui devrait s'arrimer aux normes modernes. Justement, nous sortons de la question avec vous, Fallon Tunia. Est-ce qu'il y a des possibilités que désormais notre tissu industriel puisse quand même se renflouer ou alors on devra attendre de prendre au niveau des autres pour essayer d'avoir le bon exemple?
Effectivement, il y a des possibilités, car pour résoudre ce problème, le Cameroun doit produire et ventiler ses productions, c'est-à-dire avoir un système de distribution local assez fort afin de pouvoir améliorer le système de distribution international également avec le Brexit. Le Brexit donne au Cameroun l'opportunité de pratiquer de nouveaux échanges avec un marché assez grand qui est le marché des Royaumes-Unis. Le Cameroun devrait également financer ces organismes agricoles camerounaises qui font dans la recherche et qui sont prêts et dont les expérimentations ont prouvé qu'ils étaient capables de développer 3 à 4 tonnes de produits agricoles, ce qui réduirait les importations du Cameroun à 30% et permettrait à l'État d'épargner 145 milliards de dollars qui pourraient ensuite réinjecter ça dans le système de distribution afin d'être fort et présent sur les marchés étrangers. Fort et présent sur le marché étranger, c'est le souhait de ces pays africains. Eh bien, la question aussi, c'est celle de savoir ce que le Cameroun va vendre vers l'extérieur ou alors ce que le Cameroun propose aux différentes personnes étrangères et qui arrivent ou alors aux opérateurs économiques qui sont intéressés par la destination Cameroun et puis s'intéresser par la même occasion à leurs différents produits. On sait qu'il y a des produits labellisés tels le poivre de Péenja, le miel de Oku qui sont quand même, qui font de la valeur du Cameroun à l'extérieur. Pour ne pas citer entre-temps le cacao, lui, qui subit des frasques et également n'est pas mieux porté, tout comme le café, sur le marché international. En tout cas, au niveau du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, il s'attelle là-bas à ce que les moyens conséquents soient mis en place, notamment avec l'acquisition des fours modernes et l'appui du gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural pour mieux maintenir ces espaces qui perdent de plus en plus de leur vitalité. C'est l'heure du travail, mais un travail qui commence un peu tard, disait quelqu'un d'ailleurs, Patrick Christian de l'a relevé tout à l'heure. C'est pas en quelques années qu'on pourra véritablement être à la hauteur de ce qui est attendu du Cameroun. Merci Fallon d'avoir été là ce matin. Et à tout de suite pour la continuation des informations sur Canal 2 Info. Nous restons toujours au Cameroun, mais cette fois-ci avec un autre sujet en santé. On va s'intéresser à l'hôpital de district de Kolofata, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Là-bas, une situation des fois la chronique depuis quelques temps. On parle d'une somme volatile en attendant que Divine Happy s'installe dans ce studio. On parle là-bas d'une somme importante de 16 millions de francs CFA qui est portée disparue. On a essayé de voir dans quelle caisse est allé cet argent. Est-ce que c'est un argent qui a servi fondamentalement à l'achat du matériel médical, peut-être un argent qui a servi à la réfection même de cet hôpital ou alors à l'achat de quelques instruments qui manquent dans le cadre de la réhabilitation ou alors peut-être de l'acquisition du matériel médical neuf de cette institution hospitalière. Les questions fusent un peu de partout, mais toujours est-il qu'un montant assez important est retenu depuis quelque temps. Des enquêtes forcément sont menées par les autorités administratives, notamment locales, et partantes avec l'appui du ministère de la Santé publique du Cameroun pour voir plus clair dans cette question-là. Où est parti l'argent? Élément de réponse ou alors tentative d'esquisse de réponse avec vous. Vous nous retrouvez à l'instant dans ce studio. Divine Happy, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Eh bien, vous l'avez dit, c'est une affaire qui remonte à 2 ans déjà et qui refait surface cette année 2016 parce que le personnel soignant de l'hôpital du district de Kolofata menace ainsi d'abandonner, il le dit, hôpital. C'est ainsi 16 millions de francs CFA qui ont disparu, on ne sait pas comment, après donc un contrôle financier effectué dans cette infrastructure hospitalière. Alors, l'on se pite ici sur un certain docteur Hélène Einster, d'origine américaine, qui est le chef de service du dit hôpital. Le doigt accusateur est donc pointé sur lui. Et l'histoire commence ici lorsque une ONG illicite, ou alors une ONG fictive dénommée AMDG Einster Foundation, prend ainsi la gestion totale de l'hôpital de district de Kolofata. Alors,
un jour, accompagnée d'un autre docteur, et celle-ci canadienne. Il s'agit de Mira Barthez, qui ainsi donne des instructions au personnel soignant de ne pas donner les clés du coffre-fort aux agents du contrôle financier sous prétexte qu'elle aurait voyagé avec les clés. Une situation ainsi qui inquiète le personnel parce que les conditions de travail sont ainsi bafouées. Les travailleurs ne sont pas affiliés à la CNPS et ce qui empiète sur la prise en charge même des malades. Alors, une enquête a été ouverte qui pend toujours depuis 2 années déjà. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la gestion d'un hôpital de district qui s'avère public est donc donnée à un particulier, s'il faudrait le dire ainsi, et des solutions ne sont pas encore mises sur pied. Également des solutions peut-être qui pourraient nous permettre de voir davantage. Christian, quand même, on va dire un mot sur ce sujet assez intéressant. On a 16 millions de francs CFA quand même avec toute la manipulation que cela a connue tout autour. Et entre-temps, on a des centres hospitaliers qui souffrent, hein, des infrastructures qui sont de plus en plus absentes. On n'a pas de ligne d'hospitalisation de qualité. On n'a pas également de matériel adéquat pour travailler dans les différents laboratoires, même les départements de cet hôpital. Kolfata, on en parle encore ce matin, au-delà de la guerre qui s'y déroule tout autour. On parle des détournements des publics là-bas aussi. 16 millions de francs. C'est ce qui est dramatique dans cette actualité. J'écoutais avec beaucoup d'attention Divine en faire le développement. On est quand même dans une zone où la proximité, vous me permettez l'expression, de la mort n'est pas quelque chose comme une vue de l'esprit. C'est une réalité. La frontière avec le Nigeria n'est pas très loin de Kolofata. On a encore en mémoire, n'est-ce pas, toutes les atrocités commises par la secte Boko Haram, n'est-ce pas, dans cette ville et notamment dans cette partie du pays-là. Donc, si en plus on a un centre hospitalier qui bénéficie des deniers publics pour soulager tout au moins les maux des populations de ce côté-là, prendre en charge ces populations ou bien participer quand même au suivi de la santé de ces populations, c'est vraiment regrettable. On peut dire que jusqu'ici, on n'a peut-être pas tous les éléments de l'enquête, et les mises en cause qui, jusqu'ici, bénéficient de la présomption d'innocence, il me semble quand même que l'affaire, dans la manière dont elle est rendue publique aujourd'hui, suscite beaucoup d'interrogations. On se laisse aller dans la perception générale de l'indélicatesse qui caractérise certains gestionnaires des deniers publics. Et ici, ce centre hospitalier de Kolofata en fait les frais aussi. C'est pour dire que la corruption ou alors le détournement des deniers publics ou les indélicatesses dans la gestion de ces deniers publics n'ont pas de frontières, pas de limites, pas de peur. Même sur le champ de guerre, c'est présent. C'est bien dommage. Les prévaricateurs de la fortune publique s'activent toujours, hein, voilà. même là où on pense pouvoir que les enquêtes avoir des clarifient. En attendant, nous n'avons pas les éléments pour culpabiliser qui que ce soit, mais le problème, le fait de la disparition de ce montant-là dans ce centre hospitalier, en lui-même, est déjà une actualité qui n'est pas de bon goût pour l'image du pays et malheureusement pour nos frères et sœurs qui sont dans cette partie déjà très difficile à vivre actuellement du pays. Et maintenant, Divine Api, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises depuis 2 ans? Le personnel hospitalier dit qu'il va abandonner ce centre. Il n'est pas là-bas à l'aise dans le cadre de l'exercice de la fonction de médecin ou alors de docteur ou d'infirmier pour les uns et les autres. Les mesures urgentes, forcément, seront prises. Sûrement, des mesures urgentes seront prises, mais en ce qui concerne le personnel soignant, eh bien, ils s'attellent juste avec les justes moyens qu'ils ont de fournir des soins aux différents malades qui viennent dans cet hôpital, en attendant justement que l'enquête puisse aboutir à de bonnes fins. En tout cas, l'enquête forcément aboutira, même si dans notre pays, on a souvent eu tendance à croire que les enquêtes qui sont ouvertes n'ont pas finalement de rendu public. On ne sait pas ce qui en advient, ce qui advient de ces enquêtes-là. Parfois, on a seulement l'impression de penser que tout a été rangé et que les conclusions appartiennent à d'autres personnes, peut-être dans une discrétion totale. Merci, Divine Api, d'avoir été là ce matin et à demain. Merci. Nous continuons la matinale de l'information en attendant de recevoir dans ce studio Junior Ossin qui nous revient ce jour après 24 heures d'absence due
a des raisons de travail, voire de santé même. Il fera avec nous le tour de la page web. Mais en attendant, nous allons comprendre un peu ce qui reste et appeler la profession de foi du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, lui qui parlait d'un Gabon émergent en 2009 lorsqu'il a pris le pouvoir. 2009, il parle du Gabon des services et même du Gabon vert, plus forcément du Gabon du pétrole qui avait été celui de son père, Omar Bongo Ondimba. Patrick Christian d'abord. Ali Bongo Ondimba, officiellement candidat depuis samedi à sa propre succession au Gabon, l'opposition gabonaise de plus en plus qui s'agite et qui n'a pas pu empêcher le dépôt de cette candidature. Le président gabonais, est-ce qu'il convainc par son bilan ou alors quels sont donc les leviers qui devaient être les siens en tant qu'ancien président de la République sortant pour remplir et puis véritablement succéder à lui-même à la tête de la République du Gabon? Quoi qu'on dise, Serge Bondje, Ali Bongo porte sur lui, n'est-ce pas, on va dire, tout ce que l'opposition et une partie de Gabonais pourraient reprocher à la longue période de l'exercice du pouvoir de son père. Il porte ce nom-là et il a avec lui l'héritage Bongo, rien que sur le plan de la filiature et ensuite sur le plan de la perception de l'orientation politique et démocratique de ce pays-là. Donc, vu sur cet angle-là, l'opposition peut surfer, n'est-ce pas, sur cette relation d'Ali Bongo. Mais ça n'est pas quelque chose de très bénéfique pour l'opposition parce que la majorité des cadres de l'opposition sont pour la plupart issus du PDG. Donc, ont travaillé avec le père Bongo, sont aussi comptables, n'est-ce pas, de la situation actuelle du Gabon. Eh bien, maintenant, pour ce qui est du bilan proprement dit d'Ali Bongo, on peut dire que même s'il n'avait pas les faveurs d'une certaine indépendance, d'un certain éloignement, n'est-ce pas, de la politique proprement dite de son père et du giron du PDG, il a su, il faut le dire en toute honnêteté, gagner quelque peu la sympathie de la jeunesse, pas seulement la jeunesse gabonaise, mais la jeunesse africaine. On l'a vu souvent dans ces démarcations. Et puis au Gabon, on constate quand même qu'il s'est engagé sur des foyers d'un certain caractère un peu structurel entre, bien évidemment, la construction d'infrastructures sportives. Il a reçu une première canne, il s'apprête à recevoir une seconde en 2017, entre la construction d'un certain nombre de voies de communication routière notamment. Ali Bongo a voulu un peu se démarquer. C'est vrai, on a eu sa petite sortie quant au partage de sa part d'héritage qu'il aurait reçu de son père avec les populations, même si le débat sur les contours de cet héritage-là n'a toujours pas été finalement clarifié. Mais on peut dire de Ali Bongo que c'est un président dans la mouvance du temps qui a voulu se démarquer un peu, n'est-ce pas, de l'héritage qu'on lui a collé au sujet du pouvoir de son père, mais aussi de l'héritage du PDG. Même s'il y reste, c'est une espèce de mutation qu'il a voulu faire en douce. Et cette mutation lui a valu d'ailleurs le courroux des anciens qui se sont retirés, pour la plupart candidats face à lui aujourd'hui. On aura l'occasion d'écouter un ancien. Aujourd'hui, si vous avez la candidature de Ali Bongo qui est déposée, celle des anciens, et qu'on lui revendique sa pseudo, entre guillemets, nationalité gabonaise, disent ces détracteurs-là, les mêmes détracteurs ont participé, ont d'ailleurs encouragé à la validation de sa candidature lors du premier mandat en 2009. Aujourd'hui, malheureusement, à 2 mois de l'élection au Gabon, on a plus l'impression qu'on n'a pas affaire à un débat d'idées, de programme de candidats. Le seul débat qui a lieu et doit être cité actuellement au Gabon, il me semble, et c'est bien malheureux, à 2 mois de l'élection présidentielle, c'est la nationalité d'Ali Bongo. En tout cas, sur cette occasion, on va donner l'opportunité à un opposant de s'exprimer sur la question pour voir un peu quel est le reflet que peut avoir l'image d'Ali Bongo Ondimba, lui qui se présente comme candidat à l'élection présidentielle, candidat d'ailleurs à sa propre succession au Gabon. Ali Bongo, appelons-le par défaut par ce nom, est incapable de prouver sa nationalité ou de nous donner un acte de naissance qui soit cohérent, qui soit valable. Il a de manière délibérée violé la souveraineté de l'État gabonais. Et pour ce motif, nous sommes là pour l'empêcher de violer pour la 2e fois la souveraineté de l'État gabonais. Voilà un peu l'essentiel de ce qu'on reproche au président Ali Bongo Ondimba, sa filiation.
Et puis, Christian Dobol a relayé il y a un instant que le véritable programme politique de ces candidats ne compte plus. Il est question simplement de pourchasser Ali Bongo Ondimba. Voilà les différentes avancées au Gabon pour dire qu'on fait de la politique là-bas dans ce pays, mais en essayant simplement de dire que quelqu'un n'est pas de ce pays. Alors que ce qui est intéressant pour l'avancée dans l'échiquier politique et même social de ce pays, c'est de voir ce qui est fait depuis quelque temps. Le bilan d'Ali Bongo Ondimba, il a déposé il y a quelques semaines de cela. Les Gabonais ont eu l'occasion d'apprécier ce qu'il a fait pendant ces 7 années passées à la tête du Gabon. En tout cas, l'opposition de plus en plus fait son travail et conteste juste la nationalité. Pourtant, le plan d'action à lui imposé par, disons plutôt par la société gabonaise, reste encore très attendu. Candidature du Gabon au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, au niveau de la santé. Pendant ce temps, le pays a eu l'occasion de construire d'ailleurs des stades, des infrastructures et des ponts. Nous restons dans l'information, mais cette fois-ci sur les sites internet. On va là-bas découvrir ce qui a été dit depuis ce matin sur les sites web. Bonjour Junior Ossin et bon retour. Hier lundi, vous étiez absent. Exactement. Bonjour Serge Mondier, bonjour Christian Dobor, bonjour à vous. Alors on a évité un sujet qui va forcément se retrouver dans la page de cybernétique parce que Christian forcément aurait tout dit. Donc on vous donne davantage. Non, on ne dit pas tout sur un sujet en tout cas. Alors mesdames et messieurs, merci à tous de nous retrouver ce matin pour la revue cybernétique. On va donc commencer avec lemonde.fr, Euro 2016. Pourquoi le Stade de France était-il envahi de papillons lors de la finale de l'Euro, se pose donc le monde.fr. Ce matin, selon l'UEFA, il ne s'agit pas d'une quelconque opération de luminothérapie de la pelouse. Pour le site, l'arrivée des papillons reste suspecte pour une finale de l'Euro. On poursuit avec Euronews.com qui nous parle du Brexit. Le site nous parle de Merkel et Hollande tournés vers l'Europe post-Brexit. Pour le site, les leaders de l'Union européenne préparent l'après-Brexit et pressent Londres à se prononcer sur ses futures relations avec les 27. Avec Afrique.com, économie au Maroc, le site Afrique.com souligne la dangereuse volatilité de la croissance marocaine. Selon le site, cette volatilité peut être vaincue en remodelant la chaîne de valeur agricole et l'intégration sectorielle de l'économie. Avec RFI.fr ce matin, on s'intéresse à la Libye. Pas d'amnistie pour Saïf al-Islam Kadhafi, a assuré le gouvernement d'union, précise donc le site RFI.fr ce matin. Selon le site, le gouvernement national a qualifié les déclarations du chef de la brigade chargé de la garde de Saïf d'irresponsables. Terminons avec Africain.info qui nous parle d'environnement et souligne que le Maroc a ouvert hier ses portes pour une conférence internationale sur l'eau et le climat. Ceci, c'était en prélude de la 22e conférence des parties sur le climat COP22 qui doit se tenir au mois de novembre au Maroc. On va justement rester au Maroc pour parler de l'économie de ce pays qui semble tout de même avancer malgré ce que l'on observe. Bon, du moins, semble tout de même avancer. Ce n'est pas le cas pour les experts de ce côté-là. Serge Bondier. On reste optimiste. Non, on reste quand même optimiste parce qu'il faut dire que la croissance économique marocaine l'année dernière s'est située à 4,7%. Alors, mais cette année 2016, elle est en train de connaître son plus bas niveau depuis les années 90. La cause est très simple, c'est que le PIB marocain a ralenti sa progression parce que depuis qu'elle est montée, depuis que le PIB est monté à 1,7% au premier trimestre, il n'a avancé que de plus 1,4% au deuxième trimestre. Et il apparaît même, Serge Bondier, que que le PIB n'avancerait plus de 1,2% au troisième trimestre. Et ce constat qui est fait montre et démontre même la fameuse indépendance de l'économie marocaine sur le secteur agricole. Et bien sûr, pour plusieurs experts au Maroc, cette dépendance-là est devenue un alibi pour les pouvoirs publics de ne pas pouvoir mettre en place une réforme très importante pour l'économie du Maroc. Alors, sur le plan politique au Maroc,
bien sûr, quand les choses vont mal, comme à présent, on accuse tout simplement la pluie, une sorte de divinité. Alors, et sur le plan économique, on a fait comprendre aux Marocains que le problème viendrait forcément de l'agriculture. Et bien sûr, pour la société civile, ils demandent tout simplement au pouvoir public de cesser un peu de croire au sort de la divinité, d'appliquer une véritable politique. Bref, il manque du côté du Maroc une volonté politique pour cette réforme sur l'économie. Sinon, on couvre la catastrophe. Également avec un taux de croissance de 4,9% observé, c'est pas mal, puisque l'Afrique centrale a aussi autour de 5 à 6%, d'après les experts de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On espère pouvoir remonter. Et puis, relativement au Maroc, on a vu un expert, disons un envoyé spécial du roi Mohamed VI, être reçu au palais des Toudis, c'était la semaine dernière, par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour parler justement de la bonne santé des relations qui existent entre le Cameroun et le Maroc et l'ouverture qui pourrait être celle du Maroc envers le Cameroun. Question d'investir davantage dans notre pays, le pays de Mohamed VI, entend maintenir cette manière de travailler. Et justement, on va rester avec vous pour parler des des publications parues ce jour dans la ville de Douala. Et vous commencez forcément par la nouvelle expression de Séverin Tchonke. Exactement. La nouvelle expression, indemnisation de Kribi, les 800 propriétaires, du décret de Yan Philémon, c'est à lire dans le journal, toujours à lire dans la nouvelle expression, baganté, flou autour de l'assassinat d'un Français. On poursuit avec un autre journal, Le Jour, ce matin, qui s'intéresse à Grégoire Owona, qui s'explique, du moins qui s'exclame, cette histoire d'élection anticipée cacherait une déstabilisation, titre dans le journal ce matin, et bien sûr à retrouver aussi dans le journal Sponsoring, Fecafoot, le contrat à problème, à retrouver donc dans Le Jour. Aurore Plus, ce matin, nous parle du palais d'Etoudi. Y a-t-il une crise au sein du couple présidentiel? Voilà une question, peut-être les réponses se trouvent dans le journal. Terminons donc avec un autre journal qui s'intéresse beaucoup plus à l'économie et à l'agriculture. Paysans élite, marché agricole, le commerce extérieur inexistant, titre le journal. Et à lire aussi Lopanga, le nouvel Eldorado de la pêche. Merci Junior Ossar, c'est une revue de presse qu'on achève et d'ailleurs qui retrouvera l'ensemble des téléspectateurs de votre chaîne lorsqu'il sera 10h30 avec Monique Naoussi. Merci et à tout à l'heure. Oui. Nous continuons la revue, notamment après la revue de presse, nous continuons la matinale de l'information avec un arrêt du côté du Burundi pour voir là-bas comment ça se passe avec l'opposition désormais. On dit qu'il n'est pas possible cette coalition qui entend négocier face aux aspirations alors à la poussée du président Pierre Nkurunziza, Patrick Christian Dobo. Finalement, on est allé à Bruxelles perdre du temps et puis les retours ne sont pas assez positifs pour l'opposition qui a du mal à pouvoir mettre en place cette coalition pour négocier. Bon, écoutez, il est clair que le régime du président Nkurunziza est ferme depuis le départ. Pas de négociation avec ceux qui considèrent comme étant les terroristes, les rebelles, notamment le Sénarède, la coalition, n'est-ce pas, des mouvements de l'opposition. Et c'est d'ailleurs en cela que le médiateur actuel a invité séparément les membres de cette coalition, mais pas comme une entité, parce que le gouvernement de Pierre Nkurunziza est ferme là-dessus. Le gouvernement qui dit d'ailleurs avoir entamé des consultations qui pourraient déboucher d'ici peu à une nouvelle constitution. C'est clair que la situation est bloquée au Burundi où on parle d'assassinats ciblés, les violences continuent de part et d'autre. Et du côté de l'opposition, on estime simplement que le gouvernement essaie de faire taire tous ceux qui seraient d'une manière ou d'une autre en dissonance, en désaccord avec ces options. Bon, c'est une situation de crise et de tension qu'on connaît au Burundi depuis la période préélectorale. On a eu les tensions avant l'élection, pendant l'élection et après la période post-électorale actuellement qui est gérée. Ça n'est peut-être plus à la célérité, n'est-ce pas, de la proximité après les élections, mais il est clair qu'au Burundi, jusqu'ici, la situation continue d'être tendue et confuse. Donc, c'est de bon ton qu'il y ait des négociations, même si les contours de ces négociations ne sont peut-être pas celles souhaitées par l'ensemble des protagonistes. Mais au moins, s'il faut aller à la table, il faut entamer quelque chose et peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va se parler, on va finir par arriver à
une solution. Et finalement, c'est un travail assez difficile pour le négociateur, pour un retour véritable à la paix au Burundi. Pendant ce temps, le président Nkurunziza est assis au pouvoir. Il gère aisément le pays, tandis que l'opposition se déporte un peu partout pour voir comment est-ce que revenir sur la table des négociations. Nkurunziza est clair. D'ailleurs, vous l'avez une fois de plus relevé. Le négociateur entend discuter avec les partis de manière séparée pour respecter au moins la volonté des dirigeants de Bujumbura. On reste en Afrique, mais allons plutôt du côté du pays de Jacob Zuma, qui d'ailleurs pour l'instant est en visite officielle en France. Mais pendant ce temps qu'il se trouve du côté du pays de François Hollande, il y a quand même une tentative d'attentat qui a échoué du côté de la capitale, donc un attentat qui visait, un projet d'attentat qui visait l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Patrick Christian, est-ce que le pays finalement, avec tous ces actes que l'on observe en Afrique australe, est-ce que c'est par là que pourrait véritablement s'ouvrir le terrorisme pour ce pays? Que vont faire les terroristes dans un pays en Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a des intérêts qui étaient ciblés du côté de l'ambassade des États-Unis d'Amérique? Oui, des intérêts anglais et des intérêts américains. À Johannesburg, l'ambassade des États-Unis a été la cible, malheureusement, disent les autorités sud-africaines, pour ces terroristes déjoués. Deux jeunes islamistes sud-africains, moyenne 21 ans, 21-23 ans, donc ont été interpellés. Il leur serait, n'est-ce pas, il leur serait revendiqué d'avoir planifié justement l'explosion des bombes dans l'enceinte de l'ambassade. Mais au-delà de ce fait qui nous ramène à l'évidence sur la question terroriste, qui touche tout le monde, il n'y a pas d'exception aujourd'hui. Quel que soit le point de la planète où vous vous trouvez, vous pouvez être frappé par l'activisme des terroristes. Ça peut être pour des raisons fondamentales, idéologiques, ça peut être pour des raisons politiques. On a vu même des pays de l'Asie, peut-être pas en insolence musulmane, avoir ce cas de figure. L'Afrique du Sud est, il faut le dire, ce pays on va dire, d'une complexité, d'une étendue, d'une richesse économique qui est aussi aux yeux de quelques-uns comme étant le porte-étendard de la civilisation occidentale en Afrique. Ne vous y méprenez pas. C'est vrai que depuis 1990, la libération de Nelson Mandela et dans la foulée, sa prise de pouvoir a redonné, n'est-ce pas, aux populations noires de ce pays l'exercice du pouvoir, mais les infrastructures, la richesse par endroit de l'Afrique du Sud est tout à fait un lieu par excellence de la présence, n'est-ce pas, de la vision occidentale dans ce pays. Et donc, on pourrait, dans cette dynamique, au regard des mécanismes que ces terroristes prennent, de la haine viscérale contre le monde occidental, c'est le cas de Boko Haram, qui a bâti son idéologie sur le combat de ce qui vient de l'Occident. Ça peut être le cas dans la perception même de ces terroristes-là, que l'Afrique du Sud soit une cible, parce que l'Afrique du Sud, à bien d'égards, peut représenter, n'est-ce pas, une vision occidentale matérialisée sur le continent africain. Deuxièmement, la cible, elle n'est pas choisie à dessein. Elle n'est pas choisie au hasard, autant pour moi. Elle est choisie avec beaucoup d'emphase. L'ambassade des États-Unis et l'ambassade du Royaume-Uni, vous vous imaginez bien que c'est des pays en avant-garde de la lutte contre le terrorisme. Et donc, sur le territoire sud-africain, et les terroristes semblent l'avoir déclaré depuis bien des années, ils toucheront les intérêts occidentaux. Ils essaient de toucher les intérêts occidentaux partout où qu'ils se trouvent. Et l'Afrique du Sud est une cible potentielle dans ce cas-là. On va rester pour parler d'un autre pays qui est semblable un peu en Afrique du Sud, qui les ressortissants se sont beaucoup investis là-bas. Donc quand vous êtes à Johannesburg, vous avez l'impression de vous retrouver à Londres. Nous partons de l'Afrique du Sud pour l'Europe, mais on va s'arrêter en Angleterre pour voir un peu les après-Brexit, les négociations et surtout voir la mise en place. Désormais, il y a une dame qui va conduire, la dame de fer, ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui est appelée désormais à conduire le Parti conservateur. Elle remplace David Cameron, donc elle prend fonction demain. C'est une dame de fer qui va négocier désormais la sortie de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Quels sont les défis et les enjeux majeurs autour de sa fonction en tant que chef de gouvernement britannique? Après la dame de fer, la première, Margaret Thatcher, une autre dame annonçait de faire aussi, celle-ci, prend donc les rênes, n'est-ce pas, de la gouvernance du côté du Royaume-Uni, de l'Angleterre. Theresa May
qui a été quelques 6 années durant ministre de l'Intérieur, sait très bien de quoi il s'agit. Elle sait très bien que c'est justement les suspicions d'insécurité, les craintes d'insécurité, la déferlante migratoire et les situations sociales difficiles qui ont conduit les Anglais à voter pour le Brexit. Et donc, c'est en étroite relation avec son domaine de compétence dans le gouvernement Blair. Elle, ministre de l'Intérieur, a connaissance, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire, a connaissance des inquiétudes du peuple anglais et a aussi connaissance de ce que le camp des conservateurs considère comme une manipulation que les partisans, les pro-Brexit, ont mise en œuvre, orchestrée, pour davantage faire peur aux Anglais et, en fin de compte, avoir ce vote en faveur du Brexit. Une chose est certaine, c'est que le résultat a donné le Brexit gagnant. Tony Blair a annoncé sa candidature. Il y avait des postulants à ce poste. Et puis, c'est donc Theresa May qu'on a finalement. Et l'autre chose, c'est que Tony Blair va le faire immédiatement. On n'attendra plus le 9 septembre comme c'était prévu. Demain, mercredi, vraisemblablement, il y aura passation. On va entrer dans le vif du sujet. Et il lui reviendra, donc vous l'avez dit Serge Bondier, de négocier cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais c'est aussi qu'une volonté de David Cameron a été respectée. Lui qui disait qu'il ne peut pas continuer la négociation alors qu'il a été contre le Brexit. Et il entendait rester jusqu'à septembre prochain. Est-ce que derrière cela, il n'y avait pas des contradictions Des contradictions, peut-être pas. Rester jusqu'au 9 septembre, c'était peut-être dans sa vision première, le temps d'organiser la passation. Et il me semble que c'est tout à fait logique que si vous avez été contre un projet, que vous ne vous sentiez pas, on va dire, les forces et même le mental de négocier finalement l'aboutissement du projet pour lequel vous avez été contre. Et donc, dans ce cas de figure, il est compréhensible que Tony Blair n'ait pas voulu participer à cette négociation parce que ne l'ayant pas envisagé, l'ayant combattu. Mais le cas de Theresa May est quelque peu différent. Elle, même si elle ne s'est toujours pas accommodée de la forme de la présence du Royaume-Uni dans l'Union européenne, solidarité du parti et peut-être conviction, elle a pour autant voté et fait campagne pour le maintien dans l'Union européenne. Mais ça ne lui enlève pas toute la critique qu'elle a souvent eue quant à la forme que prenait la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Donc, c'est peut-être en partie une pro-Brexit, hein, on peut le dire, même si fondamentalement, n'est-ce pas, elle a gardé les acquis du parti des conservateurs. Maintenant, aujourd'hui, elle qui était quelque peu sensible à l'appel des Brexit, des pro-Brexit, autant pour moi, elle a donc la responsabilité aujourd'hui de gérer la mutation, la transaction qui va faire sortir la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, n'est-ce pas, de cette... Et en plus, il faudra voir le comportement des autres entités comme l'Écosse, qui milite et plaide actuellement pour son maintien. De toutes les manières, ce sera complexe. Et il me semble, beaucoup d'analystes le pensent, qu'elle va dans l'immédiat organiser des élections législatives. Question éventuellement de voir si les Anglais lui font confiance, parce que pour l'instant, elle est légale, parce que c'est son parti qui a gagné les dernières législatives. Elle succède en prenant la tête du parti. Elle devient automatiquement et de façon tacite première ministre de Grande-Bretagne. Maintenant, en organisant une nouvelle élection anticipée, elle appelle donc les Anglais à lui renouveler une confiance. Et si cette confiance est renouvelée, si le Parti conservateur gagne l'élection et qu'elle, en tant que présidente du parti, elle est à la tête du gouvernement, ça lui donnera donc, en plus de la légalité, une certaine légitimité, tout de même importante. Cette légitimité-là est importante dans un contexte où il y a quand même des séquelles et des chocs qu'on va devoir ressentir de ce passage de la Grande-Bretagne de l'Union européenne à une aventure désormais en solo. Également pour bien d'autres personnes. Hein. On pense que ces accords de partenariat économique avec l'Union européenne, avec un membre qui est parti, pourrait voir pour certains pays, notamment le cas du Cameroun, qui ont ratifié et signé ces accords, pourrait voir quand même quelques éléments changer dans le cadre véritable des négociations. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette matinale de l'information de ce mardi sur votre chaîne, Canal 2 Info. Au nom de toute l'équipe technique, je vous dis infiniment merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 9 h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal 2 Info.